Ce soir, la médiathèque municipale de Morange vous a concocté un petit programme cosy autour de la 6e édition Nuit de la lecture, avec pour thème Aimons toujours, aimons encore. Les Nuits de la lecture sont organisées pour la première fois par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture. Ces Nuits de la lecture sont plus que jamais nécessaires pour partir à la conquête de nouveaux lecteurs et réaffirmer auprès de tous la place essentielle du livre et de la lecture dans nos vies, comme l'a souhaité le président de la République en déclarant la lecture grande cause nationale. Le réseau des établissements culturels sont invités à mettre à l'honneur au cours de cette soirée le plaisir de lire et de partager amour des livres et livres sur l'amour. Bonne soirée à tous et n'oubliez pas, aimons toujours, aimons encore. Ce soir est l'occasion de partager un moment d'échange en écoutant 3 lectrices qui se prêtent à une lecture à voix haute. Celui qui lit donne à entendre le sens caché d'un texte, sa musique, sa richesse lexicale, ses moments d'intensité. Chaque voix unique interprétera le texte à sa manière. Peut-être que le livre déjà connu prendra une autre dimension, peut-être qu'un mot, une phrase se révéleront dans une intonation, une émotion. Tendez bien vos oreilles. Voici une première lecture à voix haute partagée par Joëlle Marx, adjointe au maire, le poème Aimons toujours, aimons encore de Victor Hugo, extrait du livre Les Contemplations. Aimons toujours, aimons encore. Une poésie tirée des Contemplations de Victor Hugo. Aimons toujours, aimons encore. Quand l'amour s'en va, l'espoir fuit. L'amour, c'est le cri de l'aurore. L'amour, c'est l'hymne de la nuit. Ce que le flot dit au rivage, ce que le vent dit au vieux mont, ce que l'astre dit aux nuages, c'est le mot ineffable « aimons ». L'amour fait songer, vivre et croire. Il a pour réchauffer le cœur un rayon de plus que la gloire. Et ce rayon, c'est le bonheur. Aime. Qu'on les loue ou les blâme, toujours les grands cœurs aimeront. Joins cette jeunesse de l'âme à la jeunesse de ton front. Aime, afin de charmer tes heures, afin qu'on voie en tes beaux yeux des voluptés intérieures, le sourire mystérieux. Aimons-nous toujours davantage, unissons-nous mieux chaque jour. Les arbres croissent en feuillage, que notre âme croisse en amour. Soyons le miroir et l'image, soyons la fleur et le parfum, les amants qui seuls, sous l'ombrage, se sentent deux et ne sont qu'un. Les poètes cherchent les belles, la femme, ange aux chastes faveurs, aime à rafraîchir sous ses ailes ses grands fronts brûlants et rêveurs. Venez à moi, beauté touchante, viens à moi, toi mon bien, ma loi. Ange, viens à moi, quand tu chantes et quand tu pleures, viens à moi. Nous seuls comprenons vos extases, car notre esprit n'est point moqueur, car les poètes sont les vases où les femmes versent leur cœur. Moi qui ne cherche dans ce monde que la seule réalité, moi qui laisse fuir comme l'onde tout ce qui n'est que vanité. Je préfère au bien dont s'enivre l'orgueil du soldat ou du roi, l'ombre que tu fais sur mon livre, quand ton front se penche sur moi. Toute ambition allumée, dans notre esprit brasier subtil, tombe en cendres ou vole en fumée, et l'on se dit, qu'en reste-t-il? Tout plaisir, fleur à peine éclose, dans notre avril sombre et terni, s'effeuille et meurt, lisse, myrte ou rose, et l'on se dit, c'est donc fini. L'amour seul reste, ô noble femme, si tu veux dans ce vil séjour garder ta foi, garder ton âme, garder ton Dieu, garde l'amour.
Conserve en ton cœur sans rien craindre, dusses-tu pleurer et souffrir, la flamme qui ne peut s'éteindre et la fleur qui ne peut mourir. La médiathèque s'est inspirée de l'exposition Promis juré, on s'écrira, proposée par le département de la Moselle pour réaliser son projet Nuit de la lecture. Après un rappel de l'histoire du courrier, l'exposition reprend le thème dans un environnement graphique clair et ludique.
Jocelyne Bourg, fervente narratrice, vous dévoile ce soir des lettres de personnages qui ne vous sont pas inconnus. Il y a de ces lettres qui passent à l'histoire, envoyées par amour, par patriotisme, par rancœur ou par amitié. Elles scellent de petits moments dans le temps. Malgré le boom des communications que nous avons connu depuis l'avènement d'Internet, envoyer une lettre a toujours un petit je ne sais quoi de meilleur. On y met un peu de sueur, on envoie avec elle un peu de notre parfum ou le fumet de quelque chose. Ces lettres témoignent d'un véritable effort, alors que l'envoi d'un courriel ne prend que quelques secondes. Une lettre nécessite un crayon et du papier. Et quand le destinataire est assez spécial pour mériter notre attention, même le choix du papier n'est pas anodin. À travers l'histoire, de nombreuses lettres ont été envoyées pour diverses raisons. Et presque tous les personnages qui ont marqué l'histoire, avant notre siècle numérique, en ont envoyé une. De Beethoven à son aimé immortel, cette lettre fait 8 pages entières écrites au crayon, et elle est adressée à une personne dont l'identité est encore méconnue, car elle ne fut jamais remise à sa destinataire et a été trouvée l'année de l'enterrement de l'auteur. Selon les études, le message a été écrit en 1812. En voici un extrait. Si j'ai décidé d'errer au loin jusqu'au jour où je pourrai voler dans tes bras et où je pourrai me dire pleinement dans ma patrie auprès de toi, et je pourrai plonger mon âme tout entourée par toi dans le royaume des esprits. Oui, hélas, il le faut. Tu te maîtriseras d'autant mieux que tu connais ma fidélité envers toi. Jamais aucune autre ne peut posséder mon cœur. Jamais, jamais. Ô Dieu, pourquoi faut-il s'éloigner de ce qu'on aime ainsi? Et pourtant ma vie à Vienne, telle qu'elle est maintenant, est une vie misérable. Ton amour a fait de moi à la fois le plus heureux et le plus malheureux des hommes. À mon âge, j'aurais besoin d'une existence empreinte de stabilité. Peut-être peut-il en être ainsi dans notre relation? Mon ange, je viens d'apprendre que le courrier part tous les jours. Il faut donc que je m'arrête afin que tu reçoives cette lettre tout de suite. Reste calme. Ce n'est que par une contemplation détendue de notre existence que nous pourrons atteindre notre but, qui est de vivre ensemble. Sois patiente, aime-moi. Aujourd'hui, hier, quelle aspiration baignée de larmes vers toi. Toi, ma vie, mon tout. Adieu. Oh, continue à m'aimer. Ne méconnais jamais le cœur très fidèle de ton aimé Ludwig. Éternellement à toi, éternellement à moi, éternellement à nous. Juliette Drouet fut la maîtresse du grand poète français et écrivain Victor Hugo. Elle fut également une inlassable épistolière. Ses lettres à Hugo sont quasi quotidiennes. Leur rencontre a lieu en 1833. Elle lui consacrera sa vie et le sauvera de l'emprisonnement lors du coup d'État de Napoléon III. À Juliette, le 31 décembre 1851, 8 heures du soir. Mon doux ange bien-aimé, voici l'année qui finit, année de douleur, année de lutte, année d'épreuve. L'année qui commence sera l'année d'espérance, de joie et d'amour. N'en doute pas, car tout mon cœur qui me le dit. Je suis proscrit, banni, exilé, séparé des miens, pauvre, errant, frappé au cœur. Et pourtant, quand je me tourne vers toi, il me semble que je vois le bon Dieu qui me sourit. Tu as été admirable, ma Juliette, dans ces sombres et rudes journées. Si j'avais eu besoin de courage, tu m'en aurais donné. Mais j'avais besoin d'amour, et sois bénie, tu m'en apportais. Quand dans mes retraites toujours périlleuses après une nuit d'attente, j'entendais le matin la clé de ma porte tressaillir sous ta main, j'oubliais tout. Je n'avais plus de péril ni de ténèbres autour de moi. C'était la lumière qui entrait. Oh, n'oublions jamais ces heures terribles, et pourtant si douces, où tu étais près de moi, dans les intervalles de la lutte. Rappelons-nous toute notre vie cette petite chambre obscure, ces vieilles tapisseries, ces 2 fauteuils côte à côte, ces repas au coin de la table avec le poulet froid que tu as porté, ces causeries si tendres, tes caresses, tes anxiétés, ton dévouement. Tu t'étonnais de mon calme et de ma sérénité. Sais-tu d'où me venait cette sérénité et ce calme? C'était toi, vois-tu. Dieu ne frappe jamais tout à fait. Il nous a jetés ici,
mais ensemble qu'il soit béni. Dans ces années si vite écoulées, hélas, ton âme a des pensées, des trésors de tendresse, de dévouement, de fidélité, de vertu. Et pourtant, cette belle âme est plus riche que jamais. Tes yeux m'ont donné bien des sourires, ta bouche bien des baisers, et pourtant, ton doux visage est plus jeune que jamais. Tu as tout donné et tu as tout gardé. J'ai eu tout et tu as tout. Il n'y a que les astres du ciel qui puissent ainsi donner sans cesse leurs rayons sans diminuer leur lumière. L'année qui vient de finir a été triste. Une moitié de mon cœur est morte. Oh, que tu as été douce pour moi dans ces heures d'angoisse. Que Dieu te récompense et te bénisse. Ton amour, ô mon ange, ressemble à la vertu. Je t'attends ce soir avec bien de l'impatience. On dirait que les battements de mon cœur voudraient hâter les pulsations de la pendule pour y arriver plus vite. Quand je ne serai plus qu'une cendre glacée, quand mes yeux fatigués seront fermés au jour, dis-toi, si dans ton cœur ma mémoire est fixée, le monde a sa pensée, moi j'avais son amour. Victor Hugo. Jean Cocteau et Jean Marais se sont rencontrés en 1937. Ils ont formé un couple très uni jusqu'à la mort de Cocteau en 1963. En 1939, Jean Marais est mobilisé. Leur correspondance a été publiée en 1987. Voici une lettre de Cocteau, peut-être encore plus belle que ses plus beaux poèmes. Mon Jeannot, je sais maintenant le mal dont je souffre et que je traîne, c'est toi. Ces vivres sont toi. Je te cherche partout comme un pauvre chien aveugle et je me couche pour une minute. Je me lève et je te cherche ailleurs. Vivre sans toi est atroce, un supplice que je ne mesurais pas avant qu'il se prolonge. Si le bon Dieu ne me vient pas en aide, j'en mourrai. Prions notre ciel et notre étoile et confions-nous à Dieu. Je ne vis plus en pensant à ces avions qui te survolent et à ce qu'ils préparent. Je crois, mon ange, que le vrai drame commence et que nous serons peut-être séparés par le silence. Sache que je t'écris chaque soir et que je dépose ma lettre en bas pour qu'elle parte le matin. Je n'existe que par toi. J'en arrive à me trouver seule et à ne plus savoir avec qui parler, ou déjeuner, ou dîner. Sans toi, je suis seule au monde. Notre avenir ne doit pas être menacé, car il est inscrit dans la légende, et la légende est toujours la plus forte. Mon ange, j'habite ton clocher. Prions, prions, prions et aimons. Que cette atroce haine déchaînée ne nous atteigne dans aucune de nos fibres, et ne ressemblons pas à cette foule d'êtres craintifs et sans espoir dans l'énigme merveilleuse. Mon ange du clocher, c'est toi qui nous surveilles, c'est toi qui nous donnes les rayons du soleil de ton âme. Mon Jeannot, chaque seconde est à toi, et de toi est à nous. Je m'acharne à peindre le petit appartement et à te préparer un Éden pour les années dont tu parles, et cet avenir que je m'obstinerai à vouloir digne de notre rencontre. Pauvre bébé, parle, parle, parle pendant que je t'écris. Et même ces plaintes ne me démoralisent pas. Nos ressources sont si profondes, si légères et si étranges qu'elles demeurent invisibles aux personnes qui savent et qui, de ce fait, ne savent rien. Je t'adore, Jean. Il y a 25 ans, Jacques Higelin vécut une de ces histoires d'amour qui ensoleillent à jamais l'existence. Tout au long de son service militaire, en Allemagne d'abord, en Algérie ensuite, il adressa à une femme restée à Paris des centaines de lettres. Des lettres qui, jour après nuit, disent l'amour, le désespoir, l'attente, la déception, le désarroi et la passion. Des lettres qui, l'une après l'autre, construisent une histoire singulière, en même temps qu'universelle, et mettent en scène un homme amoureux d'une femme autant que de la musique. Et puis, 25 ans plus tard, une femme, cette femme, remet à Jacques Higelin ses lettres d'amour du soldat de 20 ans qu'il avait été. Elles sont sublimes, toutes authentiques. Elles forment un véritable roman d'amour. Un soir, vous êtes passés. On s'est assis l'un en face de l'autre. Vous étiez sombre. Vous disiez les choses sans les dire. J'essayais de comprendre vos demi-mots. Je vous écoutais. Je souhaitais être la complice de vos tourments, celle à qui on dit tout, celle qu'on rencontre pour un instant, à qui on crache sa vie dans l'espoir qu'elle entendra. Peut-être n'étiez-vous pas venu pour parler,
Vous aviez seulement besoin d'aller mieux, d'être ailleurs. J'avais envie de vous voir sourire, de vous lire une histoire vraie, écrite et racontée par vous, par nous, de vous laisser venir, de vous laisser entrer dans ce jardin secret où j'ai gardé vos lettres, là où le temps s'est arrêté. Pipouche. Épinal 1900. Et pour conclure ce moment, 2 citations de Jean d'Ormesson sur l'amour. L'amour est torture, enchantement, violence, douceur, conversation, silence. Il est bonheur et chagrin, il est profondeur et légèreté, il est léger comme de la cendre. Je t'aime dans le temps, je t'aimerai jusqu'au bout du temps. Et quand le temps sera écoulé, alors je t'aurai aimé. Et rien de cet amour, comme rien de ce qui a été, ne pourra jamais être effacé. Préparez votre matériel. Viviane ne vous demande pas d'écrire un roman, car ce soir, seule une carte postale vous permettra d'envoyer vos plus beaux mots d'amour. Bonsoir, je remercie la médiathèque de Mourange qui m'a invitée à vous faire partager ma passion. Je m'appelle Viviane Dechoux, j'habite Villers et je suis démonstratrice dans les loisirs créatifs. Je me présente sur les réseaux sociaux sous le pseudo Viviane Bidouille et donc vous pouvez me retrouver comme ça. Vous avez dû récupérer récemment ce kit pour faire une carte et ensemble nous allons la créer pas à pas. Mettez-y tout votre cœur pour partager votre amour autour de vous. Êtes-vous prêt à créer ? Voilà notre kit de cartes. Dans ce kit de cartes, vous allez retrouver des étiquettes, des découpes, de la décoration, un papier en relief et un papier lisse. Ce sera notre base de cartes. Vous aurez besoin, pour faire la carte, d'un crayon de papier, d'une règle, d'une colle et de feutres ou de crayons de couleur. Nous allons garder la règle et le crayon de papier et notre papier en relief. Dans ce papier en relief, nous allons faire 3 rectangles. Ils vont faire 10 cm par 4,5. 10 par 4,5. Alors, on va tracer tout de suite. Donc, je mets ma règle au bord et je fais un trait à 4,5 cm et un trait à 9 cm. Je descends. Je fais un trait à 4,5 et un trait à 9 cm et je relie mes traits. Voilà, il ne reste plus qu'à découper nos 3 rectangles. Alors moi j'utilise un massicot, mais avec des ciseaux ça fonctionne très bien, sans aucun souci. Hop, je vais poser mon massicot et je vais donc découper à 4,5 cm. Voilà, un premier rectangle et les 2 autres, donc toujours à 4,5 cm. Voilà. Ne vous inquiétez pas si on voit vos traits de crayon, on utilisera l'autre face de nos rectangles. Je récupère ma base et je vais maintenant venir coller mes rectangles. Donc je prends le premier, je mets de la colle tout autour, voilà, un petit peu au milieu, et je viens me coller en bas en laissant de chaque côté 2 mm de marge. Donc j'ai 2 mm, 2 mm et 2 mm en bas. Je vous le montre d'un peu plus près. Je vais faire la même chose en haut. Donc je vais prendre mon rectangle et coller tout autour. Je laisse la même marge de 2 mm autour de mon rectangle. Voilà. Ensuite, j'ajuste. Je vais coller mon rectangle du milieu. Donc là, c'est plus facile. Ça nous permet d'avoir le même écart au milieu des 2 autres rectangles. C'est pour ça qu'on colle, on finit par celui-là, pour être sûr d'avoir un écart identique. J'ai posé ma colle. Voilà.
voilà, ma base de carte est prête. J'ai plus qu'à coller ma décoration dessus. Je la laisse sécher et je vais m'occuper de l'enveloppe. Cette découpe, c'est une enveloppe. Vous voyez que vous avez des petits plis. C'est pour faire le pliage. On va plier les 3 côtés là. Donc, il suffit d'appuyer dessus et ça se met tout de suite à sa place. Je plie le côté là. Je laisse le haut de l'enveloppe ouverte parce que notre décoration va dépasser de l'enveloppe. Donc, je mets un petit point de colle sur un rabat. Je mets le deuxième rabat par-dessus. Je remets un point de colle au milieu et je mets le troisième rabat par-dessus. Donc j'appuie un petit peu pour que ça prenne. Hop. Il ne faut pas coller l'enveloppe entièrement. Il faut qu'au milieu on puisse rentrer notre décoration. Donc on colle uniquement les rabats. Je vais la laisser sécher et je vais m'occuper du petit escargot. Pendant ce temps, on peut fermer la colle. Donc je vais colorier mon escargot. Il porte une lettre avec un cœur. Je vais donc tout de suite colorier mon cœur en rouge. J'ai choisi de faire sa carapace en gris. Alors j'utilise des feutres à alcool qui ont l'avantage de ne pas laisser de marques. On va utiliser la pointe fine pour les côtés pour éviter de déborder. Voilà. Je vais faire hop, en brun clair le corps de mon escargot. Vous pouvez évidemment colorier avec vos feutres ou des crayons de couleur. Il y a juste les aquarelles où là vous risquez d'avoir de l'encre qui déborde si il y a trop d'eau. Voilà, je vais juste revenir avec mon feutre à alcool sur certaines parties pour foncer un peu, pardon. Et mettre un peu de relief à ma carapace. Voilà. Donc je reviens toujours un peu plus tard pour que la première couche ait eu le temps de sécher. Ici et ici aussi. Voilà. Je vais vous le montrer d'un tout petit peu plus près. Voilà notre petit escargot qui est tout décoré. Donc je vais reprendre mon enveloppe et je vais prendre cette étiquette là. Alors l'escargot va venir cacher la petite enveloppe. Donc je vais mettre de la colle sur le haut de la tête de l'escargot pour venir le coller sur l'étiquette de manière comme ça à ce qu'il cache mon enveloppe. Voilà. Et je vais mettre tout ça dans l'autre enveloppe comme ceci, comme si notre escargot voulait sortir de l'enveloppe rouge. Hop. Voilà. Le temps que ça sèche, on va coller notre feuillage. Alors on va le coller, hop, je le retourne, on met de la colle sur les petites feuilles. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la colle partout. Vous pouvez en mettre que sur les feuilles qui sont près des ramifications. Tout en haut, on laisse libre. Ce sera plus aérien pour la carte. Voilà. Je ne mets jamais de colle sur les tiges, c'est trop fin. On serait embêté. On va coller notre feuillage comme ceci. Et on va venir coller notre enveloppe par-dessus. Donc je mets de la colle sur l'enveloppe. Voilà. Et je vais hop, la coller un peu de travers pour que mon étiquette soit droite. Je vais la coller un tout petit peu plus basse par contre. Voilà. Donc là, on a notre enveloppe de coller. On peut coller notre petit message. Alors si vous le tournez, vous verrez qu'au dos, vous avez de la mousse. Il suffit d'enlever la protection dessus. Et c'est déjà autocollant. Vous n'avez plus qu'à le poser. On va le poser par ici.
Nous avons 3 petits cœurs rouges que nous allons coller sur la carte. Voilà, un deuxième par ici. Et le troisième, je vais le mettre sur mon feuillage. Voilà, le cœur gris, on va le mettre sur l'enveloppe. Mais je veux lui donner du relief, du coup je vais le plier en deux. Donc je le plie au milieu de la pointe, au creux du cœur. Donc je marque bien mon pli. Voilà. Et je vais juste mettre une pointe de colle sur le haut de mon cœur. Je viens le poser. Voilà. Voilà. Après, eh ben, il ne me reste plus qu'à mettre un petit peu de feutre rouge pour égayer ma carte. Alors, on va faire des petits points par-ci, par-là. On va aussi faire des points par 3. Des points par 2. Voilà, un peu partout pour égayer notre carte, comme s'il s'était dispersé au fond. J'espère que le projet vous a plu et que je vais voir vos jolies cartes. Merci de m'avoir suivi. L'amour s'écoute aussi en musique. On écoute Parlez-moi de lui de Laurence Becker, artiste morangeoise. Puisque là-bas vous êtes ses amis, asseyez-vous et parlez-moi de lui. Il voulait voyager du sud au nord, et pour qu'il soit heureux, j'étais d'accord. Parlez-moi de lui. Il n'a pas écrit. A-t-il enfin trouvé l'amour, la liberté? Parlez-moi de lui. Il me parle de toi, Comment va sa vie il ne pense qu'à toi. dans ce pays lointain? Il me parle de toi, Est-il heureux enfin? il ne pense qu'à toi. Est-il vrai qu'il habite sur le port? A-t-il toujours sur lui ma chaîne en or? Sur les photos il semble avoir changé, et il me paraît triste et fatigué. Parlez-moi de lui. A-t-il des ennuis? Comment est sa raison? Chante-t-il des chansons? Parlez-moi de lui. Il me parle de toi, A-t-il des amis? il ne pense qu'à toi. Vous dites que le soir, Il me parle de toi, il perd souvent espoir. il ne pense qu'à toi. S'il n'ose pas me dire ce qu'il en est, c'est qu'il gâche sa vie et qu'il le sait. Parlez-moi de lui. Je n'aime que lui. Il ne pense qu'à toi. Est-il heureux enfin Il me parle de toi, dans ce pays lointain? il ne pense qu'à toi. Parlez-moi de lui. Il me parle de toi, Je n'aime que lui. il ne pense qu'à toi. Il m'a dit patient. Il me parle
Catani, notre troisième lectrice pour cette nuit de la lecture, partage avec vous une nouvelle plutôt intime. Oreille chaste, s'abstenir. Dans le cadre de la nuit de la lecture, je vais vous lire une nouvelle d'Annie Mignard. Cette nouvelle est tirée d'un livre qui s'appelle « Cette histoire d'amour ». Cette nouvelle a obtenu le prix de la nouvelle de la Société des gens de lettres. Elle s'appelle « Le Précalo ». Autour d'eux, il y avait le grand ciel instable de Mars, parcouru de nuages et de lueurs sombres. Le jour jaune au couchant, le vent biaisé qui tourne aux bordures d'un champ. L'orage a gonflé la terre. Elle est noire, grasse, et retournée jusqu'à l'horizon. Toute la plaine est gonflée de pluie. Eux s'appuient à la voiture. Hommes et femmes, jetés l'un contre l'autre, les vêtements défaits. Ils sont peau à peau, stupéfaits, se fouillent, s'étreignent, dans un trouble de tous leurs membres. Ils ont si chaud, le souffle leur manque, leur sang bat dans tout leur corps, et ils se saisissent doucement la tête à deux mains. Ils sont comme un enfant dans une ronde qui tourne si vite et si fort, ivre de vie et du bonheur de tourner, qu'il lâche les mains et perd la tête, et croit voir le ciel pivoter et tout dégringoler sur lui. L'enfant crie de peur et de joie, il se sent mourir et chavire vers le sol, et il court éperdu en tendant les bras vers les autres. Ainsi ils se tiennent embrassés, tous deux, et s'appuient contre la voiture pour ne pas tomber. Autour d'eux, il y a l'ombre. Le jour assombrit. Ils savent qu'on les voit moins, parce que le soir tombe. Il y a les sautes froides du vent, le coin jaune du ciel. Ils s'appuient contre la voiture mouillée. Sous leurs pieds, la terre est gonflée de pluie. Et eux se serrent, chauds, humides, odorants, peau nue dans leurs vêtements rêches. Ce fut leur première fois, il y a 15 ans. Ce fut la seule fois où ils ne s'étendirent pas sur la terre, puisqu'elle était mouillée. Toutes les fois depuis, ils se sont couchés sur la terre, douce, poudreuse, tiède, couverte d'herbe, de chaume, de mousse, de feuilles, dans les bois et dans les champs qu'il y a loin, autour de ce village. Ils sont tous deux de ce village, écartés de l'abri, mariés, lui comme elle, ils n'ont pas choisi, et 3 ou 4 enfants chacun. Ils ne vivent pas pour se raconter aux autres, ce n'est pas l'habitude. Ça ne leur vient pas à l'esprit, ça ne leur manque pas. Personne ne les interroge sur leur vie. Ils ne parlent à personne de leur rencontre. Ils ne donnent aucun indice. Ils ne font que penser à leur rendez-vous. Chaque instant de leur vie, ils pensent à ce qu'ils font ensemble. C'est énorme. Tout leur corps le sent. Ils sont repus. Ils ont envie. Ils le revoient. Ils sont troublés. Ils ne peuvent pas ne pas y penser tout le temps. Ils sont si encombrés de leur émoi qu'ils se croient sauvés si seulement rien n'en paraît au dehors. Toute leur force passe à en contenir la violence. Dans le village, ils ne se parlent donc pas. Ils ne courent pas se chercher. Aucune de leurs allées et venues ne change. Souvent, ils ne se croisent pas de plusieurs jours. Ils n'ont pas l'air bouleversés quand ils s'aperçoivent. Mais à partir de ce moment, ils attrapent tout l'un de l'autre, comme ils se voient passer, ou comme ils ne se voient pas, comme ils sont vêtus, l'expression de leur visage, leur regard, leur façon d'avancer, et c'est comme s'ils se parlaient. Ils savent qu'ils sont heureux, s'ils se désirent, ou bien ils ont du souci, s'ils sont amoureux, s'ils pourront venir. Tout les inquiète. À partir de ce moment, ils lisent dans leur journée, une autre journée, ensemencée d'émotions. Ils s'attendent. Chaque jour, quand l'un ou l'autre regarde le ciel, ils ne pensent pas qu'aux cultures des champs et du jardin. Ils se disent « Demain il pleuvra, on ne pourra pas se voir ». Ou bien « Ah, il fera beau au Précalo, on sera bien au Précalo ». Ils pensent toujours « La terre sera gelée, la terre sera humide, la terre sera sèche, la paille sera coupante, le bois sera plein d'eau. À la campagne, tout se voit. Ce qui ne se voit pas n'est pas. Pendant des années, il n'y eut rien. Ils se retrouvaient loin. Le pays contenait quelques beaux endroits, avec des arbres où ils allaient de préférence, après la ferme Grand-Pierre ou le Précalo, ou ailleurs. Ils ne se retrouvent pas 2 fois de suite au même endroit, et ils viennent séparément. Le pays semble vide,
Ils savent qu'ils risquent d'être vus. Mais si eux ne voient personne, le danger est moindre. Mais le danger vient du village. Il suffirait qu'ils rencontrent un du village, sur son champ, alors qu'eux n'en ont rien à faire par là. Pour que l'autre innocemment se dise « Mais où vas-tu » Ils prennent des précautions de braconniers. Le pré Callot était vert vif, en creux, bordé de haies et de bouquets d'arbres. Personne ne passait par là. Le vent n'y venait même pas. De là, on ne voyait pas le village. Il s'étendait sur la terre. Aucun mal ne peut leur arriver. Quelquefois, ils se retrouvent. Ils prennent leur temps. Ils se parlent. Ils s'étendent ou s'asseyent sur l'herbe. Ils regardent autour d'eux. Ils sentent que l'autre est là. Ils aiment être ensemble. Ils se touchent la main. Leurs mains. Il les a ravinés par la terre, la peau durcie, et la peau du corps blanche et tendre. Elle a les mains plus douces. Quelquefois, ils se jettent l'un contre l'autre. Ils s'embrassent brusquement. Ils se touchent. Ils se laissent aller. Ils se goûtent à plein corps, longtemps, encore, muettement. Ils ont une démarche lente, se déplacent lentement. Elle est plus vive. Lui, du moins, va lentement, calmement plutôt. Chez eux, c'est la soupe, le chien, les mômes. Les enfants, oui, les enfants. Elle en a 3. Elle a un pli en arc au ventre, sous le nombril, preuve de ses grossesses, comme une ligne de berceau qu'il sait suivre du bout des doigts. Il étend ses vêtements, il se couche dessus. Tout ce qu'il veut, il l'a. Tout ce qu'elle demande, elle l'obtient. Il laisse venir leurs désirs, qu'ils ne connaissaient pas, et leurs jouissances comme un trésor qu'ils accumulent. De rencontre en rencontre, ils pensent à un temps sans fin. Ils sont cachés de tous. Ainsi, leurs désirs inconnus apparaissent, et ils les laissent venir. Tantôt, ils en sont submergés, dès qu'ils se touchent ou se voient. Tantôt, ils les effleurent, ils les évoquent. Ils les font lever à la suite entre corps et corps, entre leur peau, le goût de leur bouche, leur odeur, les caresses de leurs mains, le trouble de leur ventre. Une caresse appelle une envie appelle un baiser appelle un désir, et un désir un autre. Et eux n'ont rien à faire qu'à se laisser porter, et elles ferment les yeux. Ou bien un désir surgit, avec la violence d'un coup de sang, et ils s'y soumettent. Et ceux qu'ils ont eus, ils ne les abandonnent pas. Et puis ils sentent la force de leur désir, et plus ils s'y attachent, et plus ils en sont curieux. Il n'est pas de jouissance qu'ils n'imaginent, dont il n'est leur part. Un jour, ils eurent un fou rire. Quelquefois, c'est lui qui ne bouge pas. Quelquefois, il fait frais, et le ciel est plein de nuages. Quelquefois, le ciel est nu au-dessus d'eux, vide, bleu, inconnu. Quelquefois, ils restent enlacés, bouche à bouche, et s'endorment soudain, quelques instants. Ou bien c'est le ciel gris de canicule qui rabat sur eux la chaleur montant de la terre. Ils sont moites et accablés, et les coccinelles se promènent sur leur peau. Comme un jour le soleil était chaud, ils se sont réfugiés sous les arbres. Elle arracha une violette sauvage, presque bleue. Ils la regardèrent. Elle avait des pétales debout et d'autres plats. Ils n'en avaient jamais vu de pareil. Enfin, on les avait furetés dans la campagne, comme font tous les enfants. Depuis, ils allaient au champ pour travailler. Pas pour musarder, ni dénicher les merles dans les haies. Aujourd'hui, ils dénichent un merle dans la haie. À la mauvaise saison, ils se retrouvent dans le bois. Ils haïssent décembre, ces journées courtes et mauvaises, où les travaux sont vite arrêtés et où on n'a plus de prétexte pour sortir. À la belle saison, quand il y a trop de travail au champ ou au jardin, qu'il faut arroser et récolter matin et soir, et que la moisson arrive, ils peuvent rester 10 jours sans se voir. Ils ne se demandent rien, ils ne s'obligent à rien. Un jour, Callot vendit ses vaches et laboura son pré pour le cultiver. On coupa les haies et les bosquets. Les arbres se firent rares. On élargit les chemins dans l'immensité des champs. Ils allèrent de l'autre côté. Quelquefois, en arrivant, il disait « Loyau est dans son champ. Il ne m'a pas vu. Il ne va pas rester longtemps. » Alors ils partent, tôt, pour faire un long détour. Cette fois-là, ils ont besoin de se revoir plus vite. Et ils se manquent plus. L'été, il se cache sur une terre à lui, loin de la route, au milieu du maïs et du seigle qu'il a planté en blé. Elle va le retrouver. Elle fait lever les alouettes à son passage au-dessus des sillons où elles couvent. De son gîte, il entend leur chant monter.
l'un plus près que l'autre. Il se demande si c'est elle. Il se tient quoi? Il fait celui qui dort dans sa moisson. Il entend le blé bouger, son froissement tout proche, il ouvre un œil, et elle apparaît au-dessus de lui. Il la tire par la main. Ils font un trou dans l'or du champ. Le soleil tourne sur leur corps. Ils savent qu'il faut s'habiller et partir. Tantôt c'est elle qui dit « c'est l'heure », tantôt c'est lui. Il se penche pour poser en croix un baiser sur sa bouche, un sur son sexe, un à chaque sein. Il se met assis, il la considère. Il caresse sur sa poitrine la douce poudre du blé. « Il faut rentrer, dit-il. » Il tire un épi à lui et écrase un grain sous l'ongle, puis un second qui s'écrase aussi. Il se tait et commence à s'habiller. Il se recouche sur le dos, il dit qu'il ne rentre pas, qu'il faut qu'il reste à surveiller que son blé mûrisse, et qu'elle n'a qu'à rester aussi. Elle s'arrête de s'habiller, elle penche la tête de côté pour le regarder. Il dit qu'il faut s'aimer longtemps sur la moisson, si on veut qu'elle soit belle, cette moisson, qu'il faut faire exemple à la nature. Alors elle reste avec lui. « Tu veux ?» dit-elle. « Tu veux ?» Oui. Il grogne penché, il remet ses chaussures. Elle lui caresse le coin des yeux, elle se dresse. C'est elle qui parle la première. Toujours. Il lève la tête. Il murmure qu'il sera peut-être bien dans 3 jours derrière la rurée, dans le petit chemin. Elle dit « Je sais ». Elle est partie. Et il entend les alouettes. Le pays les cache. Les bois et les champs les cachent. Pendant des années, il se retrouve ainsi. Jusqu'au jour où un du village, en rentrant à travers champs, les surprit. En plein sur son trajet, dans une position inspirée du diable. Il courut hors d'haleine la raconter à X, à Y, et bien sûr à Maurice Cadet, puis à Blanche Gillot. Cadet assomma sa femme et la décida de la séquestrer. Blanche, la femme trompée, courut le village, de maison en maison, pour dénoncer la femme adultère qui débauchait son mari innocent. On les sépara. Lui s'en va en tracteur désormais, dans les champs, loin, très loin. Il part le matin, il rentre le soir toute l'année. Elle, dedans, enfermée dans la maison, interdite de sortie et de visite. Cadet aimerait que Blanche se taise et qu'elle arrête d'étaler devant tout le monde leur honte conjointe. Mais Blanche a toujours été dégoûtée par l'amour du corps. Elle pense vice. Rien qu'à imaginer ces choses, elle se sent salie. Elle veut isoler le vice, tout nettoyer, et que le village soit propre autour d'elle. Cadet, lui, veut sa propriété, sa femme, et sa femme. Du moins, elle n'est la femme d'aucun autre. Il ne l'avait pas choisie, mais personne ne doit lui dire, ne doit rire de lui. Il veut que tout rentre dans l'ordre. Il trouve qu'il y a beaucoup trop de monde et que les gens parlent trop. Il veut que rien ne paraisse et que cette histoire disparaisse. Si rien n'en paraît, déjà, il la contrôle. Il dit « Hors de mon lit tu dormiras, tu me dégoûtes ». Et rien qu'à cette pensée, il relève la main sur elle. Le progrès est arrivé dans le village. La télévision, l'envie des choses, les femmes ont désormais des tentations. Et les autres femmes les y poussent en ne voulant point s'y plier. Un jour, en revenant du jardin, il aperçoit du coin de la maison une voisine dans la cour. Le sang lui monte à la tête. Qui sait si elle n'a pas la cuisse légère, elle aussi. Les femmes se soutiennent entre elles. La voisine écarlate reprend le souffle. « Maurice, je t'aime bien, mais laisse-moi te dire que tu te conduis très mal. »« Fous le camp, dit-il. » Quand il eut ainsi traité 3 ou 4 voisines, surprises de venir rendre visite à sa femme, il n'en vit plus aucune. Dans le village, aucun ne se risquait à lui demander de ses nouvelles. Elle a toujours su que cela se paye, cet amour. Pendant des années, elle alla vers lui avec la crainte qu'on finisse par les surprendre un jour. Lui aussi pensait au danger tout le temps. Le jour est venu. Mourir dedans, se dit-elle, mourir lentement. Elle le savait. Elle ne voit pas le jour de leur vie où ils pourraient se revoir. Mais au moins tous savent. C'est l'unique pensée qui la soulage. Elle n'a que 2 ou 3 pensées qui sont comme des rochers auxquels elle se raccroche. Le reste n'est que souffrance. Une autre pensée date de la première visite d'une voisine qui lui dit « Tiens, le Raymond, on ne le voit plus, il s'en va en tracteur toute la journée. Qui sait, il travaille ses champs. » Elle s'est nourrie de cette phrase des mois. Elle n'a aucune envie d'en parler. Le jour, elle s'invente, à faire, pour s'occuper. Elle est machinale et bonne à rien.
Elle ne pense plus à rien. La nuit, elle garde les yeux ouverts, elle repense. Elle pense « Tu es une belle fleur d'homme. Oui, je suis une belle fleur d'homme. » Elle se sent comme une poche pleine d'acide, où l'acide tombe goutte à goutte. Alors elle respire pour se calmer. Ils n'ont eu le temps de rien, au final. Ils se sont si peu caressés. Ils se caressent depuis des années, et il semble qu'ils se sont à peine touchés, tant elle a de caresses encore dans ses mains. Des mains, des corps, des chairs inépuisées. Inépuisables, des pensées inépuisables, qu'elle essaye de tarir, mais elles ne se tarissent pas. Rien ne la réconforte que la mémoire de tout. Rien ne la réconforte que la mémoire de tout ce qu'ils ont fait ensemble. Des moments où ils étaient ensemble, elle pense à la façon dont il la tenait, elle, son amour. Un orage arrive sans crier gare. Elle pense, en voyant la pluie, demain la terre sera mouillée. On n'aurait pas pu se voir. Mais elle n'arrive cependant pas à respirer. L'hiver, elle ouvre la fenêtre et tend dehors ses mains mouillées. Elle regarde ses mains mouillées fumer au froid. Elle ne sait plus ce que c'est dehors, ainsi enfermée. Elle voit Cadet, son mari, très peu. Et ses garçons ne viennent que le dimanche, et encore un dimanche sur 2. Ils sont occupés à leur jeune vie. Elle s'occupait d'eux. Elle ne parle à personne de ce qu'elle pense. Elle protège ses pensées par le silence. Une âme habituée à un secret l'abandonne difficilement. Elle se souvient, enfant à la ferme, des matins d'hiver, quand il faisait nuit et froid et que sa mère dans l'ombre l'habillait pour l'école. Debout, sur le lit chaud, tout endormie, molle et muette pour l'envoyer dehors dans le noir. Le noir, cet avenir qu'elle n'imagine plus. Les cris des moineaux à la fenêtre la font songer à l'innocence de son cœur. Des petits cris brefs, doux, qui leur ouvrent la gorge. Elle pense aux petits cris, aux petits rires qui sortaient de sa gorge, d'émotion, sans qu'eux-mêmes ne s'en rendent compte quand ils se retrouvaient. Elle pense qu'il s'en va au jour levé et qu'il rentre au jour couché. Elle pense qu'il passe la journée au champ, dans ses champs, pas loin des champs où ils allaient. Elle pense qu'il prépare et travaille la terre, qu'il a dû faire des labours profonds, qu'il a dû dépierrer son champ, qu'il a dû chanter comme il voulait le faire, qu'il a dû herser 2 fois, de suite. Elle pense qu'il a gardé un champ de blé de l'autre côté où ils allaient. Elle pense qu'en le moissonnant, il a trouvé comme les nids douillés qu'il s'était fait dans les blés couchés. Elle pense que quand il a fini, il va plus loin sur les chemins. Elle pense qu'il reconnaît leurs traces, ici et là, sur l'étendue du pays. Comme qui s'y connaît, lit sur le sol les traces d'un lièvre qu'il a revu derrière la rurée. L'endroit où il se disait « Ouvre les yeux, s'il te plaît. Regarde le monde. » Elle faisait non à peine de la tête, au milieu d'un sourire de contentement. Et là, où ils étaient couchés sur le dos, se plaignant, gémissant, et elle s'était mise à le caresser. Et là, où il s'était débouchonné de tampons d'herbe, comme le faisaient les enfants. Et là, où il l'avait pris dans ses bras, soudain, pour les remonter au-dessus de sa tête, et où, sans savoir pourquoi, prise d'une souffrance secrète et inconnaissable, elle avait dit « Touche-moi encore, sinon je ne peux rentrer. » Elle pense qu'il a dû chercher, qu'il a peut-être repéré des endroits nouveaux, au calme, qu'il n'avait pas vus alors, un bouquet d'arbres loin, qu'il n'avait pas vu assez tôt, et où il s'est dit qu'ils auraient pu se cacher. Il a bien repéré un bouquet d'arbres loin, avec des branches fortes, où il s'est dit qu'il pourrait se pendre. Et il se demande ce qu'il attend pour se pendre. Depuis 1 an et demi, ils ne se sont pas vus. Plus d'1 an et demi de claustration a passé. Tout était redevenu normal, comme avant. Tout était calme. Au bout d'1 an et demi, comme il n'y avait aucun problème, aucun indice, et que cette histoire était enterrée depuis longtemps, Cadet finit par libérer sa femme. On les relâcha. Alors, ils ont recommencé. Et là, le village n'a plus jamais rien dit. Encore un de nos talents mourangeois, Julie Mourant, auteure de 2 romans, s'est prêtée ce soir au jeu de l'interview. On l'écoute.
Merci Julie d'avoir accepté notre invitation pour la 6e édition des Nuits de la lecture. La médiathèque est ravie d'accueillir une auteure chroniqueuse littéraire originaire de Morange. Nous souhaitons en savoir un peu plus sur toi. Acceptes-tu de répondre à toutes nos questions? Oui. Alors c'est parti. Alors Julie, est-ce que tu as un genre de littérature préféré? Alors oui, moi j'aime bien la new romance. Je lis beaucoup de new romance, ça me permet de m'évader, de rêver. J'aime bien. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur la new romance? C'est surtout... Qu'est-ce qu'on entend par new new? romance, du coup c'est des histoires d'amour. Mais toujours compliquées, sinon c'est pas drôle, forcément. D'accord. Mais qui finissent en général bien, pour te faire rêver quand même un petit peu, quoi. Alors on va parler forcément de tes romans. Oui. Entre le premier roman, Si loin de toi, et le second, Si près de moi, sens-tu une évolution? Est-ce que tu écris différemment? Alors oui, les deux romans sont totalement différents. Toi qui les as lus, tu Oui. peux le constater. Le premier est très Effectivement. très sombre, avec des passages assez compliqués à lire, mais je voulais un premier roman vraiment qui impacte les esprits et j'avais besoin de sortir des choses sombres. Et du coup, le deuxième, il est beaucoup plus léger et j'ai essayé de le faire un peu plus drôle à ma personnalité, quoi, en fait. D'accord, oui, effectivement. Oui. Je confirme. Alors, les personnages de tes romans. Alors, est-ce que ce sont des gens que tu connais ou qui t'ont inspiré? Alors, vaut mieux pas. Oui. Donc non, c'est vraiment une histoire complètement inventée et des personnages vraiment fictifs. Personne n'existe. C'est vraiment sorti de ma tête. Donc je sais pas si c'est plus rassurant, mais voilà. D'accord. D'ailleurs, tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne, les personnages, avant d'écrire comme ça un roman, est-ce que tu te fais une image de ces personnages, une description Alors oui, j'essaye. Alors pour le premier, non, parce que comme j'étais complètement novice, j'ai un petit peu fait à ma sauce. Mais après, du coup, j'ai appris un petit peu les règles de l'écriture et en fait, j'ai vraiment des fiches descriptives de personnages avec la photo du personnage, sa personnalité, ses défauts. Je vais vraiment dans les détails les plus petits pour vraiment me faire une idée du personnage et vraiment quand j'écris, c'est le personnage, c'est plus moi, c'est vraiment je me mets dans le personnage, quoi. D'accord, super. Alors, tu as voulu faire passer un message ou tu as simplement raconté une histoire comme une autre? J'ai vraiment raconté une histoire comme une autre, c'était vraiment ce qui me sortait par la tête à certains moments. Du coup, c'est avec un message quand même un petit peu joyeux à la fin, parce que à la fin de mes deux romans, il y a quand même une petite part de lumière et de voilà. Tu nous as dit que le premier roman, Si loin de toi, était sombre. Alors, as-tu eu peur de la réaction de tes lecteurs ou de Oh ton là là, oui. Complètement. C'est compliqué à assumer une histoire comme ça. Je pensais même pas que ça allait être édité. Mais du coup, on m'a poussé, on m'a dit que ça allait aller. Mon compagnon m'a beaucoup aidé. Il m'a dit, c'est pas grave, tu peux le faire, n'aie pas honte de ce que tu écris, sois fier de toi. Et du coup, j'ai essayé de prendre tous les conseils, mais c'est vraiment difficile le jugement et Bien sûr. ouais, c'est compliqué. Alors, tu as dit, tu as eu peur, tu as été surprise parce que tu avais peur de ne pas être édité. Alors, tu peux nous dire un petit peu comment que ça fonctionne quand on écrit un roman? Alors, quand j'ai terminé d'écrire mon roman, je l'ai relu, je l'ai montré à des amis auteurs ou chroniqueuses qui m'ont dit que c'était pas mal et que je devrais essayer de l'envoyer à des maisons d'édition. Pardon. Et du coup, j'étais pas trop motivée parce que je trouvais pas que c'était bien ce que j'avais fait, forcément. On n'est jamais content de ce qu'on fait, je pense. Et en fait, 6 mois après, j'avais un retour positif de la première maison d'édition que j'avais contactée. Du coup, t'y crois pas en vrai. Tu te dis non, Et quand tu l'as dans les mains, c'est une fierté. ouais. Tu mets ton livre dans la bibliothèque à côté des autres et là tu te dis wouh, c'est que toi ça. Alors, tu es aussi chroniqueuse littéraire.
Oui. Du coup, toi aussi, tu as eu le droit à cette étape. Oui. Alors, est-ce que tu as appréhendé les avis des chroniques? Bah, forcément, on chroniqueurs. appréhende toujours ce qu'on va penser de ton livre. Mais Mhm. après, bah, toutes les critiques sont constructives. Et puis, je savais très bien que mon premier, même mon deuxième, sont bourrés de défauts. Et du coup, bah, ça te permet d'évoluer et puis de voir ce qui va pas être amélioré. Mais c'est vrai que ça fait peur, quoi. Mhm. Tu te dis, si on te plombe, bah, les gens n'auront plus envie de lire ton livre. Et puis ça fait mal, hein, Bien. forcément. Alors, quand tu écris, est-ce que tu as des rituels? Le vin. Non, je rigole. Mais non, j'ai pas de rituel. Je me mets devant mon écran, je relis mon dernier chapitre et puis bah, j'essaye de me Alors- concentrer sur le personnage et d'y aller, quoi. Et tu es maman de 2 enfants, alors Oui, quand prends-tu le temps d'écrire? la nuit. Voilà. La nuit. La nuit, le week-end. Quand je peux, parce que bah, avec le travail des enfants, bah, Et tu as ton compagnon qui te suit, donc Oui. il me soutient, il m'aide. il Donc te ça, laisse c'est le important. temps C'est pour ta ça. passion. Tout à fait. Et alors, est-ce que tu as déjà été à court d'idées? Ben non, ça va. En fait, j'arrive à tout de suite me reprojeter dans mon histoire. Bon, après, bah, forcément, parfois j'efface parce que du coup, c'est pas cohérent ou je fais n'importe quoi. Ça dépend. Mais en général, j'ai des idées. Ça va. D'accord. J'ai pas à me plaindre là-dessus. Et ton métier de rêve à l'adolescence, tu pensais en arriver là? Pas du tout. Moi, je voulais être prof des écoles. Et ben non. Là, je suis quand même contente. Et aujourd'hui, tu es AESH dans une école maternelle. Bon, c'est pas pareil, mais c'est quand même avec les enfants, comme je voulais. Donc, Et pas d'écriture pour les enfants, du coup? bah, j'ai toujours aimé écrire, mais je m'en sentais pas capable, en fait. Je pensais Pas pour pas. le moment. Voilà. Pas pour les enfants. Pour le public averti. Tout à fait. Pour le premier roman. Alors, quel conseil donnerais-tu à nos lecteurs qui rêveraient de devenir écrivains? Eh ben, de foncer. Bah, le plus important, c'est d'essayer. Même si on réussit pas, il faut essayer, il faut croire en soi, en ses rêves. On pose le premier mot et on se laisse envahir. Et même si ça marche pas, ça fait du bien d'écrire. Mhm. Parce qu'on en a besoin, rien que pour libérer son esprit ou c'est un moment d'évasion. Donc je pense que tous ceux qui ont envie d'essayer, il faut essayer. Merci Julie. Alors, on va lancer un petit défi à nos auditeurs D'accord. et à nos lecteurs. Oui. Et pourquoi pas nous proposer une petite chronique sur l'un de tes romans. Super idée. Alors, aujourd'hui, donc tu nous as écrit 2 romans. Oui. Un troisième? Ah, le troisième est terminé. Je l'ai écrit avec une amie auteure que j'aime beaucoup. Donc on est en train de le soumettre aux maisons d'édition. Donc on verra bien. D'accord. Eh bien, Julie Mou, merci. Merci d'avoir accepté Mais de rien. notre invitation. Merci à toi de m'avoir invité. On te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Sachez que vous pouvez prendre rendez-vous avec Julie Mourant si Oui. vous voulez la rencontrer. Elle est disponible. Vous pouvez contacter la médiathèque municipale de Morange pour discuter, pour une séance de Voilà. dédicace. Voilà. Julie est là pour vous. Merci beaucoup. Merci à tous, et bonne soirée et bonne nuit de la lecture avec la médiathèque municipale de Morange. Petite nouveauté locale, Xnox partage avec nous ce soir son premier titre et clip T'oublier. Je finirai par t'oublier. Seul le temps pourra me réparer. Je finirai par t'oublier. Seul le temps peut me réparer. Toute la nuit je pense à toi quand je suis dans leur bras. Mais elles savent très bien que je les aime pas. Toute la nuit je pense à toi quand je suis dans leur bras. Mais elles savent très bien que je les aime pas. C'est que j'aime pas l'hiver, les remords c'est ça qui me tue. Je dois prendre l'habitude quand le mal se manifeste. J'ai besoin de temps pour oublier ton sourire. Prendre de la distance, ouais c'est comme ça qu'on s'oublie. Je suis pas dans la vie, je suis dans un autre endroit. J'ai tout
tout essayé bébé pour vivre sans toi. Pour dans ton visage, me suis même dans le noir. Et tu vis dans mes rêves mais je n'ai plus d'espoir. Je finirai par t'oublier, seul le temps pourra me réparer. Je finirai par t'oublier, seul le temps peut me réparer. Toute la nuit je pense à toi, quand je suis dans leur bras, mais elles savent très bien que je les aime pas. Toute la nuit je pense à toi, quand je suis dans leur bras, mais elles savent très bien que je les aime pas. Je finirai par t'oublier, seul le temps pourra me réparer. Je finirai par t'oublier, seul le temps peut me réparer. Toute la nuit je pense à toi, quand je suis dans leur bras, mais elles savent très bien que je les aime pas. Toute la nuit je pense à toi, quand je suis dans leur bras, mais elles savent très bien que je les aime pas.